Les jésuites, les missionnaires jésuites français, ils arrivent très tardivement en Afrique subsaharienne, en 1946 au Tchad, en 1957 au Cameroun et seulement en 1962 en Côte d'Ivoire. Donc c'est une époque, on l'a vu, charnière d'un point de vue de l'Église, de l'autochtonisation, mais aussi de la montée des indépendances politiques et l'avènement du Concile Vatican II. Donc ici, j'ai voulu essayer de définir à quels intermédiaires locaux on a affaire dans ce cadre. Quelle différence il va y avoir selon les trois espaces. Donc, dans un premier temps, je vais faire une présentation des sources, un peu générale, et puis j'irai au particulier en vous montrant qu'est-ce qu'on peut trouver, où et ce que ça nous dit. Dans une deuxième partie, je vais insister un peu plus sur pas les missionnaires justement, le clergé local au sein de la mission du Cameroun, puisque c'est le seul dont on ait le point de vue et la voix. Et enfin, je terminerai sur la place des laïcs dans ces missions, que ce soit pour l'évangélisation, donc les catéchistes bien sûr, les animateurs d'action catholique, les fidèles, mais aussi tous ceux qui vont servir à la circulation des savoirs scientifiques, comme les linguistes, les professeurs, les élèves et les formateurs en Côte d'Ivoire. Alors rapidement, pour que vous compreniez un peu l'organisation, jusqu'en 1976, les jésuites étaient organisés en 4 provinces en France, donc la province de Paris, Lyon, Champagne et Toulouse. Donc là, sur la carte, Paris, ça correspond à la province de France, enfin elle a 2 noms. Et ce n'est qu'en 1976, justement, qu'elles vont se regrouper en une même province, et dans les années 80, qu'on va les regrouper dans un même endroit où je les gère actuellement. Donc vous voyez, comme elles avaient un fonctionnement particulier, elles ont une organisation aussi qui reflète cette activité. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux provinces de Paris et de Lyon, puisque la mission du Tchad, elle va dépendre de la province de Lyon, et les missions du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, elles dépendent de la province de Paris. Alors, pour vous contextualiser un peu les choses, donc je vous ai remis une carte pour que vous voyez un peu les territoires. Alors, il y a 3 géographies, mais il y a surtout 3 temporalités. Donc, la mission du Tchad qui commence juste après la Deuxième Guerre mondiale. Édouard nous a bien remis le contexte qui existait dans l'Église à ce moment-là. Ça reste une mission d'évangélisation assez classique avec cette particularité qu'il va y avoir des études linguistiques et ethnologiques assez poussées, puisque c'est un vaste territoire qui est confié aux jésuites et dont le découpage est colonial, donc il y a plein de populations différentes, avec des langues différentes, avec des cultures différentes, et donc pour les évangéliser, ils ont besoin de les connaître. Donc il va y avoir une grosse partie du fond qui va être axée sur ces études ethnologiques et linguistiques. La mission du Cameroun, elle, c'est juste avant les indépendances. On est dans un contexte, dans un pays déjà qui est bien évangélisé, où il y a du clergé local dès l'arrivée, même avant, vous verrez, des jésuites. Et donc, comme on est juste avant l'indépendance, il va y avoir beaucoup de revendications de réappropriation et de décoloniser la mission. Enfin, en Côte d'Ivoire, là, c'est encore particulier parce que c'est la hiérarchie ecclésiale locale qui est déjà bien autochtonisée, qui va faire appel spécifiquement aux jésuites, à des jésuites français pour mettre en place un centre de développement économique et social. Donc on n'est plus du tout dans une mission d'évangélisation, mais dans une mission bien particulière. Et là, en plus, on est vraiment la même année que l'ouverture
du Concile Vatican II. Pour le Cameroun, oui, je ne vous ai pas dit, c'est aussi la hiérarchie ecclésiale locale qui fait appel aux jésuites pour gérer le lycée Liebermann et le grand séminaire diocésain d'Otélé. Donc ces missions, elles prennent fin en 1976, non pas que tout s'arrête, mais ça devient des provinces, ces trois territoires vont devenir des provinces indépendantes. Là, j'ai fait un tableau un peu pour synthétiser les choses. Donc, les trois fonds principaux où on va trouver des informations, ça va être les fonds dits propres des missions. Donc, le fonds de la mission du Tchad, le fonds de la mission du Cameroun et le fonds de la mission de la Côte d'Ivoire. Il va y avoir quelques éléments, mais dans une moindre mesure, dans les archives des pairs provinciaux, où ça va être vision globale et officielle. Et par parcimonie, dans les archives personnelles des missionnaires, des correspondances. Donc dans la typologie documentaire, on voit qu'on trouve à peu près toujours la même chose, avec des petites particularités. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le Tchad, les études ethnologiques et linguistiques. Pour le Cameroun, il va y avoir toute la gestion du collège et du grand séminaire. Et pour l'INADES, donc l'Institut de développement économique et social, il va y avoir un important volume de contenu et d'organisation de formation, puisque ça va être leur principale mission. Alors là, j'ai essayé de faire un tableau hiérarchique, entre guillemets, c'est selon les intermédiaires locaux que j'ai trouvés, par rapport à l'importance que les missionnaires leur donnent, enfin ce qui transparaît dans les sources. Donc les premiers, ça va être les ouvriers. Eux, on va les retrouver uniquement dans l'iconographie et sans mention aucune. Il n'y a aucune trace écrite sur eux. Et bien sûr, c'est le point de vue du missionnaire qui va prendre la photo. Les populations évangélisées, les fidèles. Il va y avoir parfois des descriptions, mais très très globales. Et encore une fois, du point de vue des missionnaires. Pour les animateurs d'action catholique et les catéchistes, il va y avoir un peu plus d'informations et on voit un peu plus de mentions de leur travail, puisque c'est les premiers auxiliaires des missionnaires, comme on l'a déjà dit. Mais il y a pas et on ne voit pas leur nom, il n'y a pas d'identité et il n'y a pas d'archives qui viennent d'eux. Il n'y a pas leur voix qui est directement exprimée. Un statut, alors après il va y avoir les auxiliaires scientifiques qui vont être les linguistes locaux et les animateurs de développement. Donc eux, il va y avoir des relations plus horizontales, mais il n'y a toujours pas de liste vraiment de personnes. Enfin, ça reste quand même assez faible en termes d'informations. Et enfin, le clergé autochtone au Cameroun, où là, on a les identités, on a les informations précises, et surtout, on a leur point de vue à eux, beaucoup de documents qui émanent directement d'eux, avec énormément de revendications et de critiques des missionnaires. Donc pour synthétiser, on va dire qu'il n'y a pas de documents issus des intermédiaires locaux, surtout le point de vue des missionnaires. La source principale et parfois unique sur ces intermédiaires, ça va être l'iconographie, sauf pour le clergé camerounais. Donc là, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce type d'intermédiaire, même si, comme l'a fait remarquer Édouard, le terme même d'intermédiaire est un peu bancal, mais bon, c'est quand même comme ça qu'ils sont vus. Alors là, la situation, elle est particulière, puisque on est vraiment à la veille des indépendances politiques. Il y a tout un mouvement d'émancipation et de décolonisation qui est en place, et l'Église catholique commence à autochtoniser les églises locales, favorisant un ancrage dans la foi de la culture africaine, qui va être renforcée par le Concile Vatican II. Deuxième particularité, c'est que non seulement on a tout de suite des recrues locales, mais surtout, c'est pas juste des jésuites, ça va être des grandes figures intellectuelles, liturgiques, théologiques, qui ont
une aura, un impact bien en dehors, et même pour certains avant l'arrivée de la Compagnie de Jésus au Cameroun. Et enfin, la troisième grande particularité, c'est vraiment la profusion et la prééminence de leur voix qui saute aux yeux par rapport aux autres espaces où on a zéro document qui émane des intermédiaires. Alors je commence par les sources externes, parce que pour vous montrer vraiment à quel point ils étaient connus et reconnus, ces trois personnalités. Donc d'abord, il y a le père Menrad Ebga, donc ensuite il y a le père Fabien Eboussi Boulaga et le père Engelbert Mveg. Le père Ebga, lui, il est dès 1900... il est déjà prêtre à l'arrivée des Jésuites, il est formé, tout ça. Et il était aussi anthropologue, philosophe. Il voulait promouvoir un christianisme implanté dans les réalités culturelles africaines. Et sa pensée, elle s'insère vraiment dans un contexte de décolonisation, de réflexion globale sur la négritude, au même titre qu'un Aimé Césaire ou qu'un Frantz Fanon d'un point de vue profane. En 1956, il va participer à un ouvrage collectif qui s'appelle « Des prêtres noirs s'interrogent ». C'est un ouvrage de réflexion avec chaque prêtre va écrire un chapitre. Et tous, ils vont promouvoir l'inculturation de la foi, la théologie africaine comme étant particulière, légitime, et faisant également partie de la mission universelle de l'Église. Lui, son chapitre, il s'appelle « Christianisme et négritude ». Donc déjà, ça donne le ton. Il voulait vraiment opposer la dénégation de l'identité noire par le colonialisme européen et montrer le racisme qui avait lieu au sein des missions. Pour vous donner un peu une idée, je voulais un court extrait. Notre devoir à nous, prêtres africains de race nègre, est d'être fidèles à l'Église notre mère, à la négritude qui nous a engendrés, de nous saturer de sa doctrine, pour la laisser sans danger soudre en nous notre source première. C'est la seule manière de parler à l'Afrique, en sa langue, les merveilles de Dieu. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que cet ouvrage, il ne figure pas dans les fonds d'archives jésuites, sachant que vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est un ouvrage, mais mes prédécesseurs, systématiquement, ils archivaient les ouvrages, les articles, etc., au même titre que les lettres, enfin, que les documents d'archives propres. Donc, il n'est pas dans les archives et il n'y a aucune mention qui est faite dans le fond de la mission du Cameroun. Donc ça dénote quand même un petit malaise de la part des missionnaires et des archivistes occidentaux de ne pas avoir fait mémoire de ça. Le père Eboussi Boulaga, lui, il a écrit également un article qui a eu un certain retentissement, on va dire, qui s'appelle « La démission ». Donc il y a un double sens des missions, etc., où en gros il appelle au départ des missionnaires occidentaux d'Afrique. Et donc cet article, il ne le publie pas dans un périodique jésuite, et pourtant Dieu sait s'ils sont prolixes sur la matière. Il le publie dans la revue Spiritus, donc qui est une revue des pères du Saint-Esprit, des Spiritains. Je peux vous citer la conclusion de l'article, qui est plus que claire. Que faire? La réponse sera brève, que l'Europe et l'Amérique s'évangélisent elles-mêmes en priorité, qu'on planifie le départ en bon ordre des missionnaires d'Afrique. Donc ça a le mérite d'être clair. Donc là, pareil, je ne l'ai pas trouvé dans les archives, j'ai dû aller le chercher ailleurs. Il n'y avait pas mention non plus. Donc voilà, c'est QFD comme on dit. Et enfin, le dernier, c'est le père Mveg. Alors lui, il va être moins, on va dire, revendicatif, mais il est également dans l'africanisation, dirons-nous, de la foi chrétienne. Alors, comme ses compagnons, il était
prêtre, théologien, anthropologue, etc. Lui, il a cette spécificité artistique. Il a fait énormément, c'est un des premiers, je pense, qui a fait de l'art chrétien africanisé. Et qui est encore, encore aujourd'hui, il est connu et reconnu pour ses fresques, ses vitraux qui contiennent des symboles proprement locaux, des masques et même le code couleur. Donc moi, dans mes archives, j'ai trouvé que des photos en noir et blanc, donc j'ai réussi à trouver sur Internet des reproductions en couleur. Donc tout est vraiment très symbolique et très africanisé. Puisque jusque-là, hein, l'art liturgique est resté très occidental en Afrique. Donc lui, c'est une réponse esthétique en fait à la domination coloniale qui va essayer de donner comme ça. Donc outre leurs revendications extérieures, on va dire, on va aussi avoir beaucoup de documents à l'intérieur même des archives proprement jésuites et à tous les niveaux en fait hiérarchiques. On va retrouver des documents qui émanent d'eux, que ce soit des lettres, des rapports. Ils vont même donner des cours au séminaire jésuites en France sur les missions. Donc on voit quand même qu'on leur laisse une certaine place. Et un des documents les plus intéressants à étudier sur ces revendications d'émancipation postcoloniale, ça va être les surveys. Donc les surveys, c'est des genres d'enquêtes spécialement, que les jésuites appellent comme ça. Ils envoient des questionnaires dans toutes les communautés qu'ils ont à travers le monde. Chaque communauté doit répondre au questionnaire et le but, c'est de voir ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer. Voilà. Et donc là, les surveys qu'on trouve, ils sont entre les années 60 et 70. Et donc, il n'y a pas que... là, moi, je vous parle de ces 3 missions-là, mais il faut savoir que les jésuites anglo-saxons, ils avaient aussi beaucoup de missions à travers l'Afrique. Et les jésuites français avaient aussi une mission à Madagascar, mais qui est pas dans la même perspective. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais donc là, on va avoir vraiment tous les avis de tous les jésuites africains. Et bon, la réponse à cette enquête, elle est sans appel, que ce soit à Madagascar, au Kenya, etc. Ils disent tous la même chose. Ils sont très critiques envers l'hégémonie culturelle occidentale, la tutelle missionnaire qui persiste, parce que là, on est quand même beaucoup plus tard que ce dont nous a parlé Édouard tout à l'heure. On est dans les années 60-70 quand même, donc il serait temps. Vraiment là... ça frappe, c'est une volonté de décolonisation religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette enquête, elle est destinée, donc c'est déjà un outil très officiel, donc on se dit, bon, quand même, ils les ont laissé dire vraiment leur avis, sans langue de bois, parce que bon, c'est pas mis d'extrait, mais c'est très cash. Et ces enquêtes, elles remontent jusqu'à Rome, leur curie générale, où elles sont lues, décortiquées, etc. Ils en ont gardé vraiment mémoire, ils les ont imprimées, donc... Voilà, c'est vraiment une liberté d'expression et critique généralisée. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très intéressant. Et surtout d'avoir l'avis de l'africanisation et de problèmes de décolonisation religieuse du point de vue du clergé africain. Donc pour terminer, je vais vous parler des laïcs. Alors là, on n'est plus dans le même état d'esprit, puisque là, bon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas du tout de source directe émanant d'eux. Je vais vous parler surtout des catéchistes et de l'Action catholique, et pour finir des collaborateurs scientifiques, mais il y a quand même toute une myriade d'intermédiaires qu'on voit soit dans l'iconographie, ça c'est les ouvriers qui construisent les églises, les bâtiments de mission, etc. On se dit que forcément, il y a eu des traducteurs, surtout au Tchad. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, ça parlait déjà bien français, donc ils n'ont pas eu besoin de faire cette démarche-là. Mais il y a vraiment rien, aucune considération
dans les rapports ou quoi qu'ils envoient sur ces intermédiaires-là. Donc, concernant plus particulièrement les catéchistes, donc là, on va les retrouver essentiellement au Tchad. Au Cameroun, comme je vous l'ai dit, c'était déjà évangélisé, donc ils n'en ont pas. Et en Côte d'Ivoire, c'est un centre de développement économique et social. C'est pas du tout l'évangélisation n'est pas du tout dans le cœur de leur activité. Donc au Tchad, c'est un territoire très vaste. Ils sont peu nombreux, les jésuites qui sont envoyés là-bas. Ça reste encore très rural. Et il peut arriver qu'il n'y ait personne, enfin pas de missionnaire qui aille. Le village peut rester, je ne sais pas, 6 mois sans qu'un missionnaire vienne vérifier si la communauté est toujours en activité. Donc les catéchistes, ils vont vraiment être centraux et dans le maintien des communautés catholiques, mais aussi dans l'animation. Enfin, ils ont des responsabilités multiples. Ils ont l'éducation religieuse, ils préparent au baptême, au sacrement du mariage, ils guident les croyants dans leur cheminement spirituel, et leur deuxième attribution essentielle, c'est l'animation liturgique. Donc sans eux, en fait, les jésuites, ils n'auraient pas pu faire tout ce travail d'évangélisation. Ils sont vraiment indispensables, uniques, et ils permettent aussi, en quelque sorte, des prémices d'inculturation et d'adaptation de la foi catholique au Tchad, puisque c'est eux qui prennent en main les communautés pendant des mois seuls. Alors, donc, ils ne sont pas considérés déjà par omission, par invisibilisation dans les sources. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va avoir des photos. Déjà, on n'a pas leur nom. Donc là, on a la visite au village. Le père interroge et contrôle le travail du catéchiste. Donc on suppose que le catéchiste, c'est le monsieur qui est debout. Mais il n'y a aucune autre mention de comment il les forme vraiment. Ce qu'on sait, c'est que les jésuites, dans les sources, vont dire ils ne sont pas assez bien formés, etc. Et c'est que dans fin des années 60, début des années 70, qu'il y aura des vraies écoles de catéchistes sérieuses, etc. Donc, depuis 1946, ça tarde quand même à arriver. Donc, c'est là qu'on voit que, ils ont mis ça un peu de côté. Là, c'est pareil. De l'autre côté, vous avez un catéchiste qui fait de la formation religieuse aux gens de sa communauté, mais la seule mention qu'on ait, c'est école et élèves catéchistes, Archambault. Enfin voilà, c'est pas très précis. Alors, ça, c'est un peu une exception, si on peut dire. C'est la seule lettre, enfin le seul document que j'ai trouvé signé groupe Ngambay. Alors, en gros, c'est une lettre d'une communauté qui demande à ce que le père qui s'occupe d'habitude d'eux revienne parce qu'il les connaît bien, etc. Bon, déjà, c'est tapé à la machine, donc on se doute que c'est pas eux qui l'ont fait comme ça. C'est signé groupe Ngambay, mais c'est l'exception qui confirme la règle, c'est la seule voie directe qu'on ait des fidèles du Tchad. Donc, en l'absence de clergé autochtone, ça va quand même être ces laïcs, donc les catéchistes, et dans une moindre mesure les animateurs d'Action catholique. Action catholique qu'on retrouve également uniquement au Tchad, pour diverses raisons, en particulier parce que c'était des choses qui étaient vraiment très occidentaux-centrées, très calquées sur ce qui se passait en France, donc ça n'a pas du tout pris au Cameroun, qui était déjà dans les revendications de décolonisation, et en Côte d'Ivoire, c'était pas le lieu non plus. Donc les animateurs d'Action catholique, il y a quand même tout un dossier qui
qui est réservé à l'Action catholique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la GEC, la JOC, la JAC, enfin, voilà. Eux, le but, c'est de pénétrer son milieu social pour évangéliser sa communauté. Donc là, ça n'a pas non plus énormément pris parce que c'est essentiellement présent dans les villes et c'est essentiellement les élites qui vont prendre en charge ce genre de mission, sachant que les jésuites, ils ont concentré 90% de leurs efforts sur les masses rurales. Donc c'est quand même une moindre activité. Dans les sources écrites, parce que là c'est pareil, on n'a pas les noms, on n'a pas les listes, on n'a rien du tout, voilà, Camp Scout, 57, etc. Donc ce qui frappe à la lecture des sources sur cette action catholique, c'est qu'ils insistent surtout sur le rôle du prêtre en tant qu'aumônier, du travail, de l'engagement que ça représente pour lui, quel bon travail il a fait, etc. Alors que normalement, c'est des activités qui reposent justement sur le travail des laïcs. Donc c'est voilà, c'est assez édifiant. Donc les laïcs qui vont vraiment commencer, avec qui il va vraiment commencer à y avoir des rapports plus horizontaux, on va pas dire d'égal à égal, mais avec une considération un peu plus développée, ça va être les auxiliaires plus scientifiques. Donc, ils ont fait beaucoup d'études linguistiques, je vous l'ai dit, au Tchad, parce qu'il y avait une myriade de langues et de populations à étudier. Et donc c'était en premier lieu pour l'évangélisation, mais là, en 1974, ils mettent en place un centre d'études linguistiques au Tchad pour la population tchadienne. C'est vraiment en recrutant des linguistes professionnels locaux. C'est plus uniquement pour les missionnaires, c'est plus pour les aider à l'évangélisation, c'est vraiment dans une démarche plus scientifique et plus horizontale avec les populations. Ils veulent préserver les langues qui ont été beaucoup marginalisées par la domination du français. Et donc, il y a vraiment une échelle de valeur qui est franchie et il y a la participation des professeurs, des élèves et des enquêteurs qui sont des intermédiaires locaux et sans qui ils ne peuvent pas faire fonctionner ce centre d'études linguistiques. Ce centre, il perdure toujours aujourd'hui, donc ce qui montre qu'il a été repris en charge par les laïcs locaux, ce qui montre une certaine réussite. Et on voit vraiment avec cette mise en place une évolution des méthodes et des objectifs des jésuites vis-à-vis des populations locales. Pour terminer, je vais vous parler rapidement de INADES Formation. Donc, INADES Formation, c'est l'activité de formation qu'il y a au sein de l'Institut de développement économique et social qui fonde en Côte d'Ivoire. Donc là, dès le début, c'est même dit dans les statuts qu'il faut compter sur les laïcs locaux pour l'organisation des formations. C'est aussi, par définition, un centre de formation qui est fait pour les populations locales, pour former les cadres, les agriculteurs, pour le développement. On va s'apercevoir qu'assez rapidement, en 1973, les laïcs vont vraiment prendre la main sur l'organisation, ils vont beaucoup s'investir dedans, ce qui fait qu'ils sont obligés de refonder des nouveaux statuts. Et en 1973, c'est les laïcs qui deviennent les seuls gestionnaires de cette antenne d'INADES Formation, qui s'est ensuite vraiment diffusée dans toute l'Afrique et qui perdure toujours aujourd'hui. Donc c'est une réussite vraiment pérenne, puisque c'est adapté aux situations locales et avec un fonctionnement d'indépendance locale. Donc la place et le rôle des laïcs locaux, dans ces deux cas de figure, ça nous montre vraiment des exemples concrets et éloquents de l'évolution du rôle des laïcs dans l'Église catholique et dans les missions jésuites en particulier, et avec une volonté d'être en phase avec les évolutions sociétales et
d'un point de vue ecclésial dans l'élan du Concile Vatican II. Donc pour conclure, je dirais que le rôle qu'on va donner dans ces espaces aux intermédiaires locaux, ça va dépendre fortement de la conception de chaque mission, de la chronologie et de l'histoire locale, en fait, politique et sociale. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a cette grosse différence, sachant que bon, il faut quand même donner des petites précisions, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, ces jésuites camerounais, ils n'ont jamais eu de grand poste à responsabilité. Et quand on forme la nouvelle province d'Afrique occidentale, c'est un jésuite français qui devient provincial et non un de ces 3 grands éminents jésuites camerounais, ce qui va encore faire couler beaucoup d'encre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Barbara, comme ça. Oui, Barbara. C'est la fin de la journée chez toi. J'ai eu un doute. Non, je t'oublie pas. Mais voilà, on voit bien aussi des différences entre les missions. Je pense que la place aussi de l'iconographie, en tout cas dans ton cas, est tout à fait essentielle, même comme une source privilégiée. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi des fois d'accès à ne serait-ce que visualiser en fait qui sont ces intermédiaires, parce que là aussi je pense qu'on n'a pas toujours quand c'est les ouvriers ou voilà. Alors d'ailleurs ces ouvriers, je t'avoue, j'ai pas très bien compris. Ils sont au service de la mission, sont rémunérés par les missions. On sait pas. Ah, on sait pas, d'accord. C'est quoi? C'est une sorte de main d'œuvre, pareil. On revient à l'Amérique qu'on allait attribuer comme ça. Ah d'accord. Bon, c'est je suppose qu'ils sont rémunérés, mais il n'y a pas les factures, il n'y a rien, quoi. Ils n'ont rien gardé de mémoire, même ça, sur ces intermédiaires locaux. Et puis, alors, j'ai remarqué aussi dans la lettre des fidèles qui est intéressante. Alors, à la fois linguistiquement, j'ai trouvé, parce qu'il y a quand même plein de petites fautes de français, donc savoir aussi qui a retapé le texte, est-ce qu'il a changé des choses aussi. Il y a ça, mais parce que aussi souvent, voilà, par exemple pour le 17e, dans le cas, je sais pas, aux archives des MEP, hein, justement, tu vois des lettres qui sont signées, enfin, je sais même pas, non, enfin, on met le nom, c'est pas la même chose, par les prêtres locaux, quoi, mais clairement, le texte n'est pas rédigé par eux, alors c'était aussi une interrogation, et aussi j'ai remarqué qu'il parle d'un prêtre, mais qui n'est pas ordonné. J'avoue que là, moi, il y a un bug dans la question. Enfin, du coup, c'est aussi qu'est-ce qu'ils comprennent de la hiérarchie cléricale, en fait. Voilà. Je pense qu'il... Alors, attends, je vais peut-être la remettre, comme ça, ce sera plus... Je pense que oui, déjà il y a un défaut de formation, puisque comme je l'ai dit, ils sont... Hop, je vais la remettre. Il y a un défaut de formation d'un point de vue catholique, puisque déjà on ne sait pas trop comment on forme les catéchistes, et de fait les missionnaires eux-mêmes disent qu'ils sont mal formés. Et c'est à eux de former les autres fidèles. Donc, ça me paraît pas plus anormal que ça qu'ils comprennent pas que le prêtre, il est ordonné. Après, t'as plusieurs grades aussi chez les jésuites. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'il allait faire ses grands vœux. Ou, enfin, tu vois, il y a peut-être des nuances comme ça aussi. Voilà, et là, on voit aussi le problème linguistique, puisqu'ils disent que lui, il parle le sango et que du coup, il peut bien les confesser, alors que si les autres, ils parlent pas bien, comment se confesser à eux? Enfin, c'est vraiment on voit que la linguistique est vraiment au cœur du problème missionnaire. Il y aurait plein de choses à étudier sur cette lettre.
Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui, Jean-François, puis après Julie. J'ai été fasciné par ce que vous dites sur l'INADES. Oui. En Côte d'Ivoire, en 1975, on est en plein tuilage encore post-colonial de l'État et on est en train de former des cas dessus. Mon père l'a fait pendant 30 ans en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier. Et donc, je ne savais pas du tout qu'il y avait des missionnaires et des jésuites en particulier qui s'étaient penchés sur le problème et qui en fait sont en train de former des intermédiaires de la génération post-coloniale. C'est ça. C'est génial. Ouais. Mais c'est assez particulier quand même l'INADES, hein. Même d'un point de vue global, c'est pas du tout la même chose que toutes les autres ONG, même confessionnelles. Déjà, eux, ils sont pas du tout dans le confessionnel. Il y a très peu de mentions du fait qu'ils sont catholiques, ou ils disent oui, on va par la formation, on va faire de bons catholiques, mais dans la formation, elle est vraiment très professionnelle et très... voilà, c'est ça, oui. Mais pour le coup, c'est un peu précurseur à cette époque-là, parce que... Et puis le fait que les laïcs locaux ils reprennent le flambeau aussi rapidement, c'est quand même... parce que les ONG, c'est toujours des Occidentaux qui commandent aujourd'hui. Enfin, bien sûr. Et est-ce qu'ils ont fait ça? Enfin, ça dépend, parce qu'à peu près à la même époque, la Centrafricaine et Mauricien de perfection au Mekam à Abidjan, et les gens sont africains. oui. Les cadres seconds sont souvent français, mais pas toujours. Donc là, c'est intéressant de voir. Oui, il faudrait faire des... Et est-ce qu'ils ont une action en dehors de la Côte d'Ivoire? Ah oui, en fait, j'avais pas eu le temps de m'étaler, mais ce centre, il est panafricain dans les statuts, ils disent c'est pour toute l'Afrique. Alors, ça c'était ma deuxième question, c'était justement quelle est la place du panafricanisme? Je pensais à vos prêtres camerounais qui sont chauds patates. Oui, on va pas leur... Est-ce qu'il y a quelque chose là de ce côté-là? Alors oui, eux, ils sont beaucoup dans justement le panafricanisme, ouais. Après, ils vont être... on le voit dans leurs textes, hein, ils disent pas nous les Camerounais, ils disent vraiment nous les Africains, on doit reprendre l'Afrique. Enfin, ils disent pas d'ailleurs eux ils disent l'Afrique, ils disent africanisation. Enfin, pour eux c'est le continent en lui-même qui doit reprendre à lui l'Église et qu'on les laisse tranquilles, quoi. D'ailleurs, ce fameux livre des prêtres noirs s'interroge, fait par des prêtres de plusieurs pays d'Afrique francophone, Ouais. qui se sont rencontrés plus ou moins à Paris. C'est un exemple de... Ouais, il n'y a que la préface qui détonne parce que c'est Monseigneur Lefebvre qui l'a écrite, mais sinon... Et pour le coup, je reviens sur l'INADES, après je vous embête plus, mais c'est Oufouette qui les a fait venir? Non, pas du tout. C'est une décision des archevêques de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est eux qui, connaissant l'action populaire, je ne sais pas si ça vous parle, chez les jésuites, voilà, ils leur demandent, on veut un peu la même chose, mais adaptée à la situation africaine d'indépendance, etc. Et non, Houphouët-Boigny, il n'est pas du tout dans la boucle, ouais. Alors qu'ils vont faire le CEFOD au Tchad, qui est un peu le bébé de l'INADES, mais dans une moindre mesure, voilà. Et là, c'est Tombalbaye qui dit j'aimerais bien... C'est ce que chez les militaires, on appelle des outils d'influence. Voilà, oui. Julie, je crois que tu avais une question. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant et surtout en fait, quelles sources tu cherches, lesquelles tu trouves pas, qu'est-ce que tu cherches ailleurs, qui apparaît, selon quel point de vue, c'était vraiment intéressant de voir ça et de voir bien ta démarche. Et du coup, je trouvais fascinant effectivement tout ce dont tu nous as parlé, notamment le survey auquel les prêtres ont répondu eux-mêmes. Du coup, pareil, quelle est l'ampleur et l'étendue de ce survey? Ça s'appelle survey. Et comment c'est traité? Est-ce que c'est enterré quelque part ou est-ce que c'est un point de départ pour une vraie réflexion? Sur quoi est-ce que ça ouvre? En fait, le survey, ils ont toujours fait des trucs comme ça, les jésuites. Voilà, mais c'est juste que ça s'appelait pas survey. C'est un peu... Ça fait partie de l'administration. Ils sont très... Voilà, ils adorent faire des tas de statistiques. De statistiques, de tableaux dès le XVIe siècle. Des pratiques pour nous. Pratique, mais qui n'est pas au final tant étudiée que ça. Je ne suis pas sûre que les surveys
qui est un peu la déclinaison peut-être contemporaine, soit non plus si étudiée que ça, parce que c'est pour les historiens des missions. Oui, tu as raison, excuse-moi. Pour les historiens des missions, c'est souvent assez rébarbatif, en fait. C'est sûr que là, tu es dans le... Tu n'es pas dans les hautes sphères de l'évangélisation. C'est des choses extrêmement terre à terre et qui sont d'abord utilisées aussi, mais tu confirmeras, Barbara, par les supérieurs à différents niveaux comme des outils aussi internes dans quelque sorte de ce qu'on appelle la gestion du personnel jésuite. Voilà, mais donc du coup, ils adorent ce genre de truc dans la compagnie de Jésus. Mais je pense que ça pourrait même être utilisé peut-être par des historiens qui ne sont pas des spécialistes, en fait, aussi des fois des missions, parce que c'est des mines de renseignements sur... pour le coup, sur la décolonisation. Voilà, sur la décolonisation, sur les sociétés locales aussi, oui, sur l'éducation. Parce que tu as tout un rapport... Voilà. Oui. Il y a tout un... Enfin, c'est des pavés par pays, par mission. Et tu as toute une histoire du pays, mais bien avant... Enfin, ils te refont l'histoire du pays, ils te refont les statistiques, la géographie, voilà. Et après, il y a les réponses aux questionnaires et les réflexions qu'ils ont eues entre eux. Tout ça, ça remonte. Alors, t'as un survey par province, voilà. Et après, tu as un survey général qui synthétise tout ça à Rome. Et pour le coup, je pense qu'il a vraiment servi parce que tu as le nouveau général jésuite, donc le chef du monde, pour simplifier, jésuite, Pedro Arrupe, qui arrive en 65, si je ne me trompe pas. Et lui, il va vraiment pousser l'acculturation, l'africanisation, etc. Et c'est lui qui force parce que je crois qu'il y a une congrégation générale qui s'amorce, et c'est pour ça qu'il fait tout pour qu'en 73, ça s'érige en vice-province. Parce que quand il y a une congrégation générale, il ne peut plus nommer de supérieurs. Donc c'est lui qui pousse à ce que ça devienne des vice-provinces, des provinces, que ça s'autonomise vraiment en particulier en Afrique. Et c'est le premier général jésuite qui a fait là une tournée en Afrique pour voir vraiment la situation localement. Et c'est après certains surveys. Donc, pour le coup, ça a vraiment eu un impact dans ce cas-là. Merci beaucoup, Barbara. Merci.